Cette affaire m'a tourmenté pendant plus de 20 ans. Je voulais interroger Aaron. C'était la seule personne qui se trouvait dans la maison. Je savais que les enfants enregistraient tout. My dad killed my mom, and then he threw the gun out in the water. He was standing on the bridge. What a memory. C'est un dessin qu'il a fait de sa maison. Il y a sa mère, son père, et une arme que son père pointe sur sa mère. Cette affaire a changé ma vie à bien des égards. Ça a été dur. Je me sentais coupable de ne pas avoir pu apporter de réponse. Lorsque la mère de Bonnie nous a répété ce qu'Aaron avait dit, ça m'a bouleversée. Certaines personnes disaient qu'Aaron avait tout inventé, que ça sortait de l'imagination d'un enfant de 3 ans. Mais il y avait aussi beaucoup de gens, des gens dont c'était le métier, qui disaient qu'ils n'inventaient rien, qu'un enfant de 3 ans ne pouvait pas inventer ça, ni faire ce genre de dessin. That's your dad? What did we call that when I first drew it? Do you remember? Monster. Yeah. Ça me hante. On peut faire une pause? Pendant des années, j'avais ce fol espoir qu'on allait retrouver Bonnie, qu'on allait enfin savoir ce qui s'était passé, que justice serait rendue, et qu'on serait à nouveau une famille unie. Mais c'est jamais arrivé. On dit que certains parents ne vivent que pour leurs enfants. C'était pas des mots en l'air pour Bonnie. Elle adorait Aaron par-dessus tout. Bonnie s'est mise avec Mike au lycée. Ils ont toujours été très beaux. C'était le couple idéal. Elle avait l'air parfaite pour Mike. Tous les deux, ils semblaient bien s'entendre. Elle paraissait heureuse. Elle a toujours voulu avoir une famille parfaite. Quand elle a eu Aaron, c'était ce dont elle avait toujours rêvé. Aaron rendait Bonnie très heureuse. À aucun moment je n'ai pensé que Bonnie avait pu abandonner Aaron de son plein gré. Je me suis réveillée en pleine nuit. Il était 3 heures du matin. J'avais fait un rêve qui avait l'air innocent, mais qui était terrifiant. J'avais rêvé que Bonnie et moi étions à la cathédrale, sur St. George Street. On allumait toutes les deux la même bougie. Elle m'a regardée et j'ai été submergée par l'émotion. Elle m'a dit « Prends soin d'Aaron ». Et le matin même, j'ai reçu le coup de téléphone. Elle m'a demandé si je savais où se trouvait Bonnie. C'était étrange car on était jeudi. Elle était censée être au travail avec Evian. Je lui ai répondu, je ne sais pas où elle est, pourquoi? Evian m'a dit que son sac à main avait été retrouvé dans les poubelles d'un hôtel. Elle m'a dit qu'elle était sur place avec la police. On ne savait pas où était sa voiture. Elle m'a dit, il faut la retrouver. Ils essaient de comprendre ce qui s'est passé. Ils ne vont pas tarder à partir. Ne bouge pas.
Ça a été un tourbillon. C'est pas le genre d'appel qu'on a l'habitude de recevoir. Je savais que c'était pas un rêve anodin. Il avait un sens. J'ai compris que j'allais devoir prendre soin d'Aaron. Bonnie était ma nièce par alliance. Elle était mariée au neveu de mon mari, Michael Haim. Elle travaillait pour notre société. La police avait pris une chambre à l'arrière de l'hôtel. Quand on est arrivé, Mike, son père et plusieurs policiers se trouvaient à l'intérieur. Mike avait l'air fatigué et stressé. Le sac à main de Bonnie était sur le lit et tout ce qu'il contenait avait été sorti. Carte de crédit, montre, maquillage, brosse à dents, d'autres objets et une grosse somme en liquide. J'ai demandé à Mike, où est Bonnie? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit qu'il s'était disputé, qu'elle était partie la veille au soir. On a tout de suite compris qu'il s'était passé quelque chose. Bonnie n'aurait jamais laissé son fils. Jamais. Lorsqu'on a retrouvé son sac à main, tout a basculé. Ça a changé ma vie à bien des égards, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi personnel. Bonnie a été portée disparue suite à la découverte par un agent d'entretien de son sac à main dans une benne à ordures derrière un hôtel. La seule personne que je pouvais interroger ou qui nous avait dit quelque chose, c'était Mike. Ils se sont disputés et à 23 h, elle est partie. Vers 2 ou 3 h du matin, il est parti à sa recherche, sans succès. Je tenais à fouiller l'hôtel rapidement parce qu'il s'agissait d'un hôtel qui se trouvait à côté de l'autoroute où les gens ne faisaient que passer. J'ai manqué 80% des clients ce matin-là parce qu'ils étaient déjà partis. Alors il m'a fallu retrouver l'identité des clients pour pouvoir suivre des pistes. Je voulais qu'on fasse des vérifications à l'aéroport, parce qu'il était à proximité du lieu où on a retrouvé le sac. On y était depuis à peine 1 heure, quand l'un des enquêteurs et un policier de l'aéroport ont trouvé la voiture de Bonnie sur le parking longue durée. Toutes les affaires de disparition ne sont pas liées à des actes criminels. Vous savez, il y a des tas d'exemples de personnes qui décident de disparaître volontairement, parce qu'elles veulent changer de vie, par exemple, et qu'elles veulent s'échapper. Le siège était plus reculé que si une femme de la taille de Bonnie avait été au volant. La personne qui avait conduit cette voiture devait être plus grande que Bonnie. Ils ont relevé une empreinte de chaussure dans la voiture, côté conducteur. La personne qui avait conduit cette voiture devait être plus grande que Bonnie. Elle avait été laissée par la dernière personne à avoir conduit la voiture.
Ce qui a confirmé mes doutes sur le fait que quelque chose ne collait pas et que la voiture avait pu être abandonnée là. Aucun policier de l'aéroport n'avait vu Bonnie. J'étais inquiet. Je sentais que quelque chose ne tournait pas rond. Bonnie Haim's family just can't put the pieces together. They don't know why she's not here at home with them. And there's her little boy. She wouldn't leave him. 3-year-old Aaron Haim doesn't know where his mommy is. If anyone has seen her or has, can shed any light on this story, just please let us know something. Je voulais découvrir la vérité, quelle qu'elle soit, qu'on sache ce qui s'était passé. De quoi s'agissait-il? Est-ce que cette femme avait voulu disparaître ou était-elle en danger? Est-ce qu'elle avait été assassinée? Bonnie avait versé une caution pour un appartement. Elle comptait partir pendant que Mike serait absent le 27 janvier. Elle était allée voir une amie très proche pour lui confier de l'argent. La situation se clarifiait. Je commençais à comprendre ce qui se passait. En interrogeant la famille, j'ai appris que Bonnie avait eu une courte liaison avec un autre homme. Quand on l'a convoqué au commissariat, ce dernier a eu l'air franc concernant leur relation. When did you last see Bonnie? Oh, might have been a week ago. On l'a interrogé de façon assez approfondie pour savoir s'il était lié à sa disparition. Et il a accepté de passer au détecteur de mensonges. Il l'a passé avec succès. Ça m'a convaincu d'abandonner cette piste. Et c'est ce qu'on a fait. Quand la victime est mariée, qu'il y a eu une dispute et que la femme disparaît, il faut arriver à se frayer un chemin dans l'histoire pour découvrir la vérité. Ce genre de situation rend les circonstances de l'enquête plus difficiles. Lorsqu'on est allé chez eux avec des officiers de police et des agents de la police scientifique, on cherchait des indices qui pouvaient venir d'une scène de crime. Et j'ai tout de suite remarqué ces chaussures qui appartenaient à Mike. D'après nous, il s'agissait des chaussures qui avaient laissé l'empreinte qu'on avait relevée dans la voiture. Les débris sur la chaussure correspondaient à ceux de l'empreinte retrouvée dans la voiture. Pour nous, ça plaçait Mike dans la voiture. Mike s'est levé et il a quitté la pièce sur les conseils de son avocat. Il ne voulait pas me parler. Il ne voulait pas avoir affaire à moi. Ça ne sentait pas bon. Il n'y avait pas de corps. Je n'avais aucune preuve matérielle attestant de sa mort. Il n'y avait pas de sang dans la maison ni dans la voiture. En tant qu'enquêteur criminel, je ne pouvais m'accrocher à rien. Alors toute personne prudente et raisonnable pouvait penser qu'elle avait simplement voulu changer d'air. Je voulais interroger Aaron. C'était la seule personne qui se trouvait dans la maison. Les enfants enregistrent tout.
Je voulais tenter le coup. Peut-être qu'il avait vu ou entendu quelque chose. C'était tout ce que je voulais. Je voulais qu'Aaron soit interrogé par un agent du service de la protection de l'enfance. On a emmené Aaron le lendemain et ils l'ont interrogé. Affaire de crime. Mes parents disaient, c'est le gendre idéal, il n'a pas pu lui faire de mal. Ça me brise le cœur. Elle se serait trouvée un petit ami avec lequel elle voulait mener une vie heureuse et elle aurait abandonné son fils. Les gens qui connaissaient vraiment Bonnie savaient que sa vie n'était pas parfaite dans l'intimité de son foyer. Je savais qu'il était autoritaire et violent. Je savais que Mike s'emportait facilement. Il a toujours été très sanguin. Quand j'ai appris que Bonnie avait disparu, la première idée qui m'est venue à l'esprit, c'est que Mike était allé trop loin cette fois. Il s'agit des pages 4 et 5 du rapport de l'agent de la protection de l'enfance. On a demandé à l'enfant comment sa maman avait été blessée. Ce à quoi l'enfant a spontanément répondu que papa avait tiré sur maman. On a demandé à l'enfant si son papa avait emmené maman quelque part. L'enfant a chuchoté, c'est un endroit secret. You think you might be able to help me? A little bit. Talk to me a little bit. You told me your mom was in heaven. Did your mom die at your house? She did. C'est un dessin qu'il a fait de sa maison. Il y a sa mère, son père, et il y a une arme que son père pointe sur sa mère. Ce n'est pas ce que j'appellerais un dessin d'enfant classique. On est allé dans leur jardin, on a regardé partout. On a regardé les endroits qui avaient été manipulés. Mais il n'y avait rien sur ce terrain qui pouvait laisser penser qu'une tombe avait été creusée. Ou alors c'était Liz qui m'appelait. Alors j'allais le chercher, je le faisais monter dans ma voiture banalisée et on partait. J'étais convaincu qu'il était l'unique témoin de cet homicide. Et j'étais convaincu qu'il savait où elle était. Rien du tout. Absolument rien. Plus je travaillais sur cette enquête, moins on avait de pistes. J'ai été élevé par des parents religieux et pratiquants. Et... vous savez, ma foi a été mise à l'épreuve. J'en étais arrivé à un point où je me disais que Dieu n'allait pas me répondre au moment où je lui demandais. Mais l'important, c'était qu'Aaron soit en sécurité. J'avais fait tout ce que je pouvais. Il ne restait plus qu'à attendre.
J'ai passé de nombreuses journées dans le bureau du procureur. Il pensait qu'il n'y avait pas assez de preuves. Aaron avait 3 ans. Il ne pouvait pas le faire témoigner au procès. Il n'y avait que des preuves indirectes. Sans corps, il aurait du mal à convaincre un jury de le condamner. Si on allait au procès et que ça ne marchait pas, on ne pourrait plus jamais le juger. Il n'y aurait pas de seconde chance. Alors Mike n'a jamais été inculpé. C'était forcément Mike le coupable. Mike était responsable de la disparition de Bonnie. Je devais lui ouvrir la porte et laisser ce monstre entrer chez moi. Lors de certaines visites, lorsque Mike venait voir Aaron chez moi, Mike se penchait tout près d'Aaron et il chuchotait à son oreille. Je voyais le visage d'Aaron changer. Il cessait d'être ce petit garçon plein de vie et il devenait sérieux. Cet air d'effroi sur son visage. J'avais envie de traverser la pièce en courant et d'éloigner Aaron de Mike. Mais je n'avais pas le droit de faire ça. Je me sentais terriblement impuissante. Finalement, il n'y avait qu'un seul moyen de l'éloigner de son père. C'était de le placer en famille d'accueil. Une fois qu'il a été placé, ses visites ont pu cesser. Alors, il a pu commencer à se sentir protégé. J'aurais adoré le garder pour l'élever comme mon fils. Mais je ne pouvais plus supporter de le voir souffrir comme ça. Alors j'ai dû faire ce choix. Personne ne savait où il était. C'était presque comme si c'était un témoin protégé. Si quelqu'un apprenait où il était, Mike risquait de le savoir et Aaron aurait été en danger. Je n'en ai jamais voulu à Liz de l'avoir laissé partir parce que je comprenais ce qu'elle avait traversé. Mike a été très dur avec Liz. Je compatis avec elle parce que Mike et ses parents nous ont créé toutes sortes de problèmes. Parce qu'ils savaient qu'on tenait Mike pour responsable. On était au restaurant il y a plusieurs années. On est entrés, on s'est assis et il y avait ce petit garçon aux taches de rousseur à côté de nous. Je l'ai regardé. C'était Aaron. On peut s'arrêter? Je savais que c'était lui. Alors j'ai demandé, c'est bien Aaron? Et elle m'a dit, oui. Il devait être au lycée quand on a repris contact avec lui. Ensuite, on l'a revu. On a instauré une relation avec lui. À l'époque, j'ai vu qu'il allait bien.
Il n'a pas grandi avec sa mère biologique. Il n'a aucun souvenir de Bonnie. Il sait qui elle est. Il a vu des photos, mais il n'a aucun souvenir d'elle, ni de ce qui s'est passé. Mais ses nouveaux parents ont été formidables. Ils l'ont élevée, ils l'ont aimée. Ils l'ont éduquée exactement comme Bonnie l'aurait voulu. Mike et ses parents ont décidé de se faire un peu d'argent. Ils ont voulu récupérer le plan d'épargne retraite de Bonnie. De notre côté, on s'est dit qu'on allait aider Aaron à intenter une action civile contre Mike pour montrer qu'il était responsable de la disparition de Bonnie. Le jugement a été défavorable à Mike. Aaron a obtenu le plan d'épargne de Bonnie, les actions de notre société et il a récupéré la maison. Elle était en location. Donc Aaron a touché les loyers pendant des années, plusieurs années. Puis le locataire est parti, alors il a décidé de faire quelques travaux de rénovation. J'étais à l'église. J'avais un appel manqué d'Aaron et un autre de sa mère d'accueil. Je l'ai rappelé et elle m'a dit « On est à la maison sur Dolphin Avenue. On a retrouvé Bonnie. » Je n'en croyais pas mes oreilles. I'll be right there. J'ai pleuré. Je me sentais coupable de ne pas avoir pu apporter de réponse. Je me rappelle m'être dit, je ne pensais pas que tu m'entendrais. Je parlais à Dieu. Et je me souviens de la réponse que je me suis faite. Je t'entendais. Je n'ai jamais cessé de t'entendre. Et je t'ai répondu au moment que j'ai choisi. Aaron est venu à ma rencontre et il m'a pris dans ses bras. Ensuite, j'ai avancé et je l'ai vue. Elle était contre les fondations de la maison. Alors, je me suis agenouillé. Les moments que je passe avec mes victimes d'homicide sont très intimes. Je lui ai parlé à voix basse. Je lui ai dit mon soulagement. J'avais passé beaucoup de temps à la chercher. Vraiment beaucoup de temps. Mais la teneur exacte de ce que j'ai dit restera entre elle, moi et le Seigneur. Cette plateforme en bois a été fixée par-dessus un drain qui était composé de petites pierres et de morceaux de bois. Elle a été déposée dans un tout petit espace et elle a été recouverte de divers éléments. Et ça nous a aidés parce que son corps était bien enseveli. Je pensais que les chiens avaient fouillé le jardin. Mais visiblement, ils ne l'avaient pas fait. Ça a été une erreur de ma part.
Je l'avais loupé. C'est tout ce que je peux dire. Je l'avais loupé. Je l'ai cherché partout. Mais je l'ai loupé juste là. Lorsqu'Aaron a dit qu'il avait retrouvé sa maman, j'étais heureuse. Toutes ces années de souffrance à se demander où était Bonnie, on l'avait enfin retrouvée. Comment Mike a-t-il pu vivre avec ça? Comment a-t-il pu habiter dans cette maison aussi longtemps alors qu'elle était juste là? Il a loué la maison en sachant qu'elle se trouvait là. Quelle folie! We'd like to go over, if we can, just the circumstances where she disappeared. I will not make any statements at all. Nothing at all, or nothing about that? Nothing about anything. Okay. I'm going to read this aloud to you, okay? I'm just going to read the probable cause. This is a warrant for your arrest issued Friday this past week. You were the last person to have contact with your wife at that time, Bonnie Lindheim. You were the only person who was in a position to have been the person who killed her and disposed of her body. I think she was shot. Je pense que Mike lui a tiré dessus. I believe Mike took Je pense qu'il l'a ensuite sortie de la maison, of the house. qu'il l'a portée and he put et qu'il l'a déposée dans cette tombe de fortune. right there. I believe Je pense qu'il l'a enterrée sous les yeux d'Aaron. and Aaron is present. I think the purse is Ensuite, il a jeté son sac à main dans la benne à ordures, soit en allant à l'aéroport, soit en revenant. this direction by putting Il a voulu nous induire en erreur en laissant la voiture à l'aéroport. everything pointed Tout indique que leur mariage battait de l'aile, qu'il est devenu violent, situation et que cela s'est terminé par la disparition de Bonnie, avec son sac à main dans une benne à ordures et sa voiture à l'aéroport. C'était un crime passionnel. Aaron, son épouse, Iviane et moi avons assisté à toutes les audiences qui ont mené au procès. On voulait s'assurer que le juge nous voit et que Mike nous voit. On était là pour représenter Bonnie. Un homme psychotique et mauvais. Un monstre sûr de lui et arrogant. Il n'avait l'air d'avoir aucun remords. Et pendant 20 ans, il a vécu en toute impunité. Il est devenu de plus en plus sûr de lui chaque année. I accidentally busted up the bag, and I saw what I describe as something that looked like coconut. I picked up the coconut object, and it ended up being the top portion of her skull. the prosecutor Le asked procureur lui a posé une très bonne question au procès. trial. And he looked at Aaron and said, Il a regardé Aaron et il lui a dit child, « Est-ce que vous vous souvenez, enfant, du toucher de votre mère sur vous ?» and Aaron Aaron a répondu « Je n'ai aucun souvenir de ma mère Bonnie. Mother Bonnie. And he said, so the » Alors le procureur a dit have « Donc le seul souvenir que vous ayez de votre mère, c'est quand vous avez tenu son crâne dans vos mains. skull in your hands. And he » said, Et il a dit oui. We could see teeth, and at that point in time,
you could see the top portion of her eye sockets. Juste avant sa mort, Bonnie est allée chez sa meilleure amie. Elles sont allées au parc avec tous les enfants. Et elle a pris cette photo. C'est la photo que je préfère de ma sœur. Parce qu'elle est vraiment heureuse. Quand on regarde cette photo, on la voit en vie. On voit à quel point elle était heureuse et à quel point elle aimait Aaron. Alors, on a décidé de la faire agrandir. On voulait que le jury voie cette photo. Ils avaient vu toutes ces choses horribles, mais ils n'avaient jamais vraiment vu Bonnie. On voulait être sûr qu'ils la voient enjouée, vivante et heureuse. Au cours du procès, ils ont montré des photos de l'endroit où on a retrouvé son corps, la façon dont elle était recroquevillée, pliée en deux dans ce petit espace. Oui. C'est dur de ne pas y penser. C'est compliqué de bloquer cette vision. Mais quand ces images me reviennent à l'esprit, je regarde cette photo et je me dis « Non, ça, c'est ma sœur. Le reste, ce n'est pas elle. Ça, c'est Bonnie. » J'ai attendu 26 ans pour ce procès. J'ai attendu 26 ans que justice soit faite. Quand ils ont rendu leur verdict, ça a pris moins de 90 minutes. Je me suis dit, c'est bon signe. Un verdict rapide, soit c'est très bien, soit c'est terrible. Mon cœur a explosé. Il se disait sûrement, ça va aller. Je suis innocente, ils ne vont pas me condamner. Je suis allée au cimetière. Je me suis assise au bord de sa tombe pour qu'elle sache qu'on ne l'oublierait pas. On ne l'oubliera jamais. C'était difficile pour Aaron de ne pas avoir de souvenirs. Et je pense qu'il en souffre encore aujourd'hui. Il aimerait pouvoir se rappeler. C'est quelque chose de vraiment traumatisant pour un enfant. Mes parents sont toujours convaincus que Mike n'a rien à voir avec la disparition ou la mort de Bonnie. Pour eux, le corps qui est dans cette magnifique tombe n'est pas celui de Bonnie. Ils se disent que ce n'est pas elle, que ce n'est pas possible. Lorsque Mike a tué ma sœur, il me l'a enlevé. Il m'a aussi enlevé mes parents. Et il m'a aussi enlevé Aaron. Mike m'a privé de beaucoup de choses. Pendant des années, j'avais ce fol espoir qu'on allait retrouver Bonnie, qu'on allait enfin savoir ce qui s'était passé, que Mike irait en prison, que justice serait rendue et que ma famille me dirait « Tu avais raison depuis le début et on est désolé pour ce qu'on t'a fait. » Et qu'on serait à nouveau une famille unie. Mais c'est jamais arrivé.
Quand je dis que cette affaire me hante, cette affaire m'a tourmenté pendant plus de 20 ans. Ça a été dur. Ça a été compliqué. Mais j'ai appris à accepter ce fardeau. En tant qu'enquêteur, je peux faire des erreurs. Et j'en ai fait, oui. Mike ne pouvait en faire qu'une seule. Et il l'a faite. Il a laissé son fils regarder. Et Aaron s'est souvenu de tout. On meurt tous les jours dans l'est de la France. Comme partout ailleurs, on meurt vieux, on meurt seul, on meurt dans son lit. Et quand on meurt ainsi, il arrive que la mort ne déclenche rien. Pas d'enquête, pas de sirènes, pas de ruban de sécurité, à peine une porte qu'on referme avec délicatesse. Comme si l'on craignait de déranger le sommeil. C'est ce qui rend cette histoire si difficile à regarder en face. Elle ne commence pas par une scène de violence, elle commence par une conclusion trop facile. Astérisque mort naturelle. Astérisque deux mots qui apaisent tout le monde. Deux mots qui calment les voisins, allègent les administrations et offrent au monde une manière polie de continuer à tourner. Dans certaines maisons, pourtant, la mort ne ressemblait pas tout à fait à ce qu'elle devrait être. Pas de lutte visible, pas de désordre. Les draps remontés, les bras le long du corps, le visage tranquille, une fin sans éclat. Presque rassurante. Et c'est précisément cette tranquillité-là qui, rétrospectivement, devient insupportable. Parce que si tout semble paisible, on ne regarde pas de plus près. On ne pose pas de questions. En classe, l'air est froid en Alsace. À certaines heures, il y a des rues calmes où les volets restent fermés longtemps. Des jardins entretenus à la perfection, des haies taillées net. Des maisons qui portent une idée ancienne, celle que l'ordre protégeait. D'anciens décors. Les personnes âgées vivent souvent comme des îlots. On les salue, on leur rend service. On leur apporte parfois des conseils, et on finit par ne plus s'étonner de leur solitude. Comme si elles faisaient partie du paysage, puis un jour, on ne les voit plus. Au début, ce n'est pas une alerte, c'est une absence ordinaire. Une boîte aux lettres trop pleine, une lumière qui ne s'allume plus. Une voisine qui dit, elle devait dormir. On suppose, on interprète. La vie est remplie de ces petites hypothèses qui nous évitent l'effort d'imaginer le pire quand la porte s'ouvre enfin. Il n'y a pas de chaos, il n'y a même pas forcément d'effraction. Rien qui s'impose comme un crime, on appelle une médecine. Il regarde, il écoute. Il conclut, le cœur. L'âge, la fragilité. Tout ce qu'on s'est dit pour rendre la mort acceptable. Et le dossier s'est fermé avant même d'avoir été vraiment ouvert. C'est cela, exactement là, que cette histoire s'installe, dans l'espace minuscule entre ce qui semble évident et ce qui ne l'est pas. Dans la facilité quoi une société accepte la mort quand elle est à l'air d'une évidence. Dans la manière quoi le quotidien de recouvrir tout. Comme une poussière fine, pendant des années. Des décès de vieilles dames sont ainsi considérés, souvent. Comme des fins naturelles, ceci que rappelleront plus tard des récits d'enquête. Des femmes âgées retrouvées chez elles, in apparent parties dans lieu sommeil. Alors que quelque chose quelque part ne collait pas, art-il? Fartout, mais pour que quelque chose ne colle pas. Il faut d'abord que quelqu'un accepte de regarder, et regarder coûte cher. Cela veut dire se tromper parfois, faire du bruit pour rien. Déranger des familles, remettre en cause une certitude. La prudence devient alors un réflexe, et si réflexe. Dans cette affaire, à la forme d'un piège. Si piège portait un nom. Aujourd'hui,
Mais avant d'être un homme, il a été un visage banal, un homme que l'on croit sans mémoriser, un homme qui sait se rendre utile, qui travaille avec ses mains, qui passe pour discret, qui, dans un quartier tranquille, peut donner l'impression de faire partie du décor. Asterisk Ivan Keller asterisk à long terme appartenu à cette catégorie. C'est le desquins qu'on ne raconte pas de flamboyance, pas de vie affichée, une existence presque invisible et cette invisibilité est un avantage immense parce qu'elle protège de la curiosité des autres. Plus tard, certains se souviendront de lui comme d'un monsieur tout le monde, un paysagiste. Quelqu'un qui entre dans les jardins comme on entre dans un rôle, avec l'air de faire ce qui est prévu. DNA 1, dans ces régions où les maisons ont lieu rythmé, où l'on respecte les habitudes, un professionnel qui vient tailler une haie, nettoyer un massif, réparer une clôture, ne suscite pas la méfiance, au contraire. Il est une présence rassurante, il connaît les accès, les chemins, les horaires. Il sait qui vit seul, il sait qui a un chien. Qui n'en a pas, il sait où se cachent les clés au cassau. Si sa voix-là, dans de mauvaises mains, devient une carte, et la carte mène toujours au même endroit. La vulnérabilité, si il récite ne doit pas transformer l'horreur en spectacle. Il doit, au contraire, faire ressentir quelque chose de plus dérangeant, la façon dont le danger peut s'installer sans provoquer d'alarme. La façon dont le crime peut ressembler à un événement banal, la façon dont un acte irréparable peut se dissimuler derrière l'apparence d'une routine. Dans l'ombre de ces quotidiens, il y a aussi le passé. Un passé qui n'est jamais aussi loin qu'on le croit, qu'elle n'apparaît pas soudainement comme un mystère tombé du ciel. Il vient d'un parcours de délinquance, de cambriolages, et d'un monde où l'on apprend à entrer chez les autres sans être vu. Des articles et dossiers le décrivant comme un cambrioleur au long cours. Passé par la justice, puis revenu dans la vie normale. C'est une mécanique qu'on connaît mal quand on n'a jamais eu à la regarder. La réinsertion. Le quartier comes, la façade respectable. Tout cela peut être vrai et en même temps. Être une couverture parfaite, parce que la société adore les récits qui rassurent. Quelqu'un a payé, quelqu'un est sorti, quelqu'un travaille, tout va mieux. On préfère croire à ce scénario, parce que l'autre, l'idée que rien n'a changé, est insupportable. Alors on ne pose pas de questions, ou plutôt, on les pose trop tard, les premières fiches. Dans cette histoire, ne ressemblent pas à une grande révélation. Elles ressemblent à des mots /s à demi, à des dénonciations qui traînent, à des soupçons difficiles à prouver. L'enquête, dans ce dossier, est notamment nourrie par des dénonciations de proches. Elles se mettent en place lentement, comme si le système hésitait à croire que qu'elle est en train de découvrir. C'est là que le suspense devient presque cruel, pendant que l'on hésite. Pendant que l'on temporise, pendant que l'on cherche des preuves parfaites. Le temps continue, et le temps. Dans une affaire où l'on parle de morts classées comme naturelles, n'est pas un allié. Il efface, il dissout. Il transforme l'anomalie en habitude. À ce stade, le spectateur commence à sentir une chose. L'horreur n'est pas seulement ce qui se passe. L'horreur, c'est aussi la manière dont on ne peut ne pas le voir. Et cette sensation-là a une force particulière parce qu'elle ne vise pas un monstre lointain. Elle vise un mécanisme familier, notre tendance à croire ce qui nous arrange. À accepter les explications simples, à détourner le regard quand il faudrait insister. Dans le sud de l'Alsace, certaines zones reviennent dans les récits d'enquête. Agglomérations mulhousiennes, secteurs pavillonnaires. Maisons où vivent des personnes agressées, si n'est pas une carte précise. Encore moins un plan, mais une atmosphère.
C'est d'un territoire où tout semble calme et où la discrétion est d'une seconde nature. C'est aussi là que la peur prend une forme étrange, pas une peur immédiate, comme dans un thriller, une peur rétrospective. Une peur qui naît quand on comprend que des victimes peut être invisibles, non pas parce qu'on ne les aime pas, mais parce que leur vulnérabilité ne produit pas d'alerte spectaculaire. Les personnes âgées meurent souvent. Et cette évidence statistique déviante, ici, un voile, le récit doit faire ressentir ces voiles. Cette opposite douce, si brouillard administratif et humain qui enveloppe les faits. Puis arrive le moment où l'on décide, enfin, de regarder autrement. Cela ne se fait pas en une seconde. Il y a la surveillance, les investigations. Les recoupements des policiers qui suivent une piste sur des mois. Comme le racontent certains articles, on suspecte sous étroite surveillance. Dans une instruction au départ centrée sur des cambriolages, est un jour. L'engrenage se resserre, septembre 2006. Mulhouse, on interpelle Keller pour des cambriolages. Ce n'est pas encore la grande affaire nationale telle qu'elle deviendra dans l'imaginaire, c'est une arrestation qui ressemble à tant d'autres. Un dossier, des perquisitions, des auditions, sauf que, cette fois, quelque chose s'est produit qui fait basculer toute l'histoire. Il parlait, il avoue, il prononce des chiffres qui dépassent l'entendement. Il se place lui-même au centre d'une constellation de morts. Au point de devenir, peut-être. L'un des tueurs en série les plus prolifiques évoque en France astérisque mais avec des chiffres contestes, des imputations variables. Et une part d'ombre qui ne se refermera pas astérisque si basculement ne donne pas au récit une fin. Il lui donne une profondeur, parce qu'à partir de là, chaque décision change de couleur, chaque mode naturel peut devenir une question. Chaque dossier classé peut devenir une hypothèse. Et le pays découvre une idée terrifiante. Il y a des crimes qui ne laissent pas de signe, pas de sang, pas de brise seulement encore âge dans un lit. Et une explication trop commode, 2 jours après l'arrestation. Le 22 septembre 2006, Keller se suicide dans une cellule du tribunal de Mulhouse. Le geste est brutal, définitif. Et il coupe net l'histoire judiciaire au moment même où elle commence à révéler sa taille. Le silence revient. Mais si n'est pas le même, avant, qu'était un silence de routine. Maintenant, c'est un silence lourd, charged de questions. Parce qu'une mort importe avec lui ce que personne d'autre ne peut raconter à sa place, la vérité complète. Si elle existe, et la frontière exacte entre ce qui est prouvé et ce qui restera à jamais soupçonné. Les chiffres flottent alors comme des ombres au-dessus du dossier. La police judiciaire met en cause un certain nombre de victimes. La justice retient d'autres chiffres, certains évoquant des imputations par ADN. D'autres parlant d'aveux et de vantardises, le dossier devient une zone grise. Suffisamment solide pour faire frémir, suffisamment incomplète pour ne jamais s'apaiser. Et c'est ici que cette première partie doit se terminer. Non pas sur une réponse, mais sur une fracture. Parce qu'à partir de ce point, tout change. On ne raconte plus seulement l'histoire d'un homme. On raconte l'histoire d'un pays oblige de se demander combien de fois il a prononcé mort naturelle trop vite, combien d'hypothèses il a refermées avec soulagement. Combien de familles il a laissées avec une absence, sans comprendre que cette absence était peut-être un crime. La scène finale, dans l'esprit, n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle doit être simple. Un lit parfaitement fait, une maison tranquille. Un quartier qui respire, ici. Derrière cette tranquillité, la sensation que quelque chose a été pris pas seulement des objets. Pas seulement une vie, mais une certitude fondamentale. Celle que l'on reconnaît toujours les dangers quand ils se présentent. Dans la suite,
si n'est pas l'horreur brute qui va dominer, c'est quelque chose de plus corrosif. L'idée qu'on a vécu à cause d'un crime sans le voir, parce qu'il avait l'air d'une évidence. Si vous voulez, j'enchaîne directement avec astérisque la partie tout astérisque dans les mêmes tons. En basculant vers les mots naturels qui se ressemblent. Les recoupements tardifs et la manière dont un territoire entier commence à douter de ses propres certitudes. La nouvelle se répand d'abord comme un bruit impossible à fixer, un homme interpellé pour des cambriolages. Puis des aveux, puis un chiffre trop grand pour être vrai, trop précis pour être ignoré, et enfin. Le geste qui coupe tout, il se donne la mort avant que l'enquête n'ait le temps de le saisir entièrement. En quelques jours, si qui aurait pour rester un fait divers, local devient une fissure dans la réalité. Parce que le suicide ne ferme pas une affaire de ce genre, il l'ouvre. Il l'ouvre comme on ouvre une porte sur une pièce qu'on n'aurait jamais dû laisser dans l'ombre, et l'air qui en sort n'a rien d'ordinaire. À partir de là, l'histoire change de texture. Elle n'est plus seulement faite de cette arrestation, mais de retours en arrière, de dossiers qu'on ressortent, de tiroirs qu'on vide. D'archives qui craquent sous la main, si n'est pas spectaculaire? Vu de l'extérieur, pourtant. C'est là que la tension devient la plus insidieuse, parce qu'elle se construit sur une idée simple et corrosive. Si le homme n'est plus là pour répondre, si sont les morts qui doivent parler à sa place et les morts. Parlant vraiment clairement. Dans les bureaux, on recommence à lire les mêmes phrases, répétées d'année en année. Prenant une autre couleur, personne n'a retrouvé sans signes particuliers. Décès compatible avec l'état de santé, aucun élément suspect. On avait lu ces lignes avec la fatigue administrative de ceux qui vont passer trop de drames ordinaires. On les relie désormais avec une suspicion neuve. Presque honteuse, comme si chaque formule standardisée contenait un mensonge involontaire. Et l'effet se propage au-delà des commissariats. Il traverse les quartiers pavillonnaires. Les rues calmes, les villages où l'on salue encore, les gens par leur prénom. Là où l'on croyait vivre à l'abri des récits monstrueux, on s'y surprend de scruter si qu'on ne scrutait jamais. Les portes, les fenêtres, les habitudes, ce qui était une tranquillité devient un décor suspect. Le pire est dans cette transformation, c'est qu'elle ne vient pas d'un danger présent, mais d'un doute rétrospectif. La peur ne concerne pas ce qui pourrait arriver demain. Elle concerne ce qui a pu être déjà eu lieu, sans que personne ne l'ait compris. Les familles, elles. Recueillant la nouvelle comme on recueille un coup porté à distance, certaines n'ont plus la force d'être surprises. Elles les ont déjà en terre, déjà pleurent. Déjà réappris à vivre avec un silence définitif et soudain. On vient leur dire que ce silence n'était peut-être pas naturel, que la mort qu'elles avaient acceptée comme une fatalité pourrait être autre chose. Il n'y a pas d'annonce qui soit plus cruelle, parce qu'elle révèle un déhuile au moment même où il commence à se refermer et qu'elle révèle avec une question qui n'a pas de réponse immédiate. Les enquêteurs avancent alors dans un terrain qui n'est pas seulement technique, mais humainement instable. Il faut vérifier, recouper, comparer, il faut regarder des dates, des lieux, des profils. Sans jamais confondre hypothèse et certitude, parce que la tentation est immense. Face à l'horreur supposée de vouloir faire correspondre chaque mot à un récit unique. Et pourtant, la réalité est plus froide. La majorité des personnes meurent effectivement de causes naturelles et le vrai danger. Ici, c'est ce que la peur transforme tout en crime. Que le doute contamine jusqu'à l'évidence, cette tension entre la nécessité d'enquêter et le risque de projeter devient le moteur secret de cette partie. On les sent dans la manière dont les proches parlent, dans les phrases qu'ils choisissent. Beaucoup ne demandent pas « est-ce un meurtre ?»
Ils demandent plutôt. Est-ce que vous êtes sûr? Comme si la certitude était devenue un objet fragile. Presque introuvable, comme si. Désormais, aucune parole officielle ne pouvait être requise sans précaution. Le territoire, lui aussi, s'y met à raconter les rumeurs émergentes. Anciennes, qu'on avait rangées dans la catégorie des histoires qu'on répétait sans y croire. On se rappelle d'un homme qui venait travailler dans un jardin et qui posait trop de questions. On se souvient d'une porte laissée entrouverte, d'un rideau qui bougeait à une heure étrange, des souvenirs pauvres. Flottants qu'on n'aurait jamais associé à un crime. Les scènes s'accusent intérieurement. J'aurais dû, puis il se reprenant. Non, je ne pouvais pas savoir. Et entre ces deux phrases, quelque chose se brise. Parce que même si l'on n'avait pas de preuves, le simple fait de se demander est si suffit à empoisonner la mémoire. Dans ce brouillard, une figure absente domine tout. Le homme qui a parlé, puis cesse tout à jamais. Son absence devient omniprésence. Elle s'infiltre partout. Parce qu'elle laisse derrière elle un récit inachevé. Une confession qui ressemble autant à une vue qu'à une provocation. A-t-il dit vrai? A-t-il exagéré? A-t-il cherché à imposer une légende avant de disparaître? Cette incertitude est insupportable. Parce qu'elle oblige à vivre avec une vérité éventuellement improbable, une horreur qui pourrait être immense sans jamais être totalement mesurable. Et c'est là que le récit prend d'une tournure plus sombre encore, quand on ne peut pas mesurer précisément. On imagine le pire. Parce que le pire, au fond, s'accorde mieux avec le geste final. Quelqu'un qui se donne la mort au moment où l'on commence à l'écouter ne donne pas l'impression de vouloir se défendre. Il donne l'impression d'avoir peur de ce qui va être découvert, même si cette impression n'est qu'une sensation. Elle est puissante. Elle travaille les consciences. Elle s'installe comme un poison lent. Les enquêteurs, s'efforçant de résister à cette logique émotionnelle, ils ne peuvent pas se permettre l'imagination. Ils ont besoin de matière, de cohérence, de preuves. Alors ils remontent les chemins connus, les lieux, les dates, les cambriolages, les objets volés, les modes d'entrée, les horaires. Ils cherchent des répétitions. Ils cherchent une signature, non pas au sens spectaculaire, mais au sens discret. Les mêmes types de victimes, les mêmes circonstances, les mêmes absences de fraction. Et plus ils cherchent, plus ils découvrent le véritable cœur de l'histoire. La facilité d'entrer dans une maison où quelqu'un vit seul. La facilité d'être accepté comme un professionnel. La facilité de se fondre dans les habitudes d'un quartier. La facilité, surtout, de faire passer un crime pour une évidence biologique dans ces récits. La violence ne crie pas, elle murmure. Elle se dissout dans ce que tout le monde trouve normal. La fragilité de l'âge. Le sommeil qui devient place profonde. Le cœur qui s'arrête sans prévenir. C'est là que l'horreur devient presque philosophique, parce qu'elle se confond avec le destin. Les proches commencent à revisiter le passé avec une précision douloureuse. Ils se rappellent des détails qu'ils avaient négligés. Un objet de place, une porte qu'on ne fermait jamais, cette qui était fermée. Une enveloppe de banque disparue, une facture qu'on n'arrive plus à retrouver. Des anomalies minuscules qui, à l'époque, ne valaient pas une alarme. Aujourd'hui, elles prennent la taille d'une montagne et les plus cruelles. C'est que ces détails ne prouvent rien. Ils ne font que nourrir le doute. Ils ne donnent pas une réponse. Ils s'ouvrent une brèche. Dans certaines familles, la colère monte contre elles-mêmes. On s'en veut de ne pas être venu plus tôt, de ne pas avoir appel, de ne pas avoir insisté auprès des médecins, des gendarmes,
des voisins, on s'en vote comme si l'on avait été responsable de l'impensable. Et cette culpabilité est l'une des violences les plus sordes de toute affaire de ce type. Elle transforme des victimes collatérales en accusés intérieurs. Elle impose une peine sans procès, une punition sans juger. Dans d'autres familles, le doute prend une forme différente. Le refus, on ne vote pas rouvrier. On ne vote pas replonger. On ne vote parce que la mémoire du défunt soit associée au crime. Parce qu'un crime, c'est scellé. C'est brutal. C'est une intrusion même dans le souvenir. Et certains préfèrent une mort naturelle à une mort volée, même si la seconde est plus vraie. Si choix n'est pas de l'aveuglement, c'est une stratégie de survie. Une façon de protéger ce qui peut encore l'être, la paix intérieure. Mais la paix intérieure devient difficile à maintenir quand l'extérieur se met à douter de tout dans les cafés, dans les files d'attente, sur les marches. Les conversations changent. On parlait des personnes agissent comme d'un groupe vulnérable au-delà de ce qu'on admettait. On parlait des artisans, des travailleurs, des inconnus avec une méfiance nouvelle. On se demande qui entre chez qui a les clés, qui cède les horaires, le tissu social. Base sur une confiance de proximité s'étend. Sans exploser, mais on se crispant. Comme un muscle qui ne se détend plus, le récite. Lui avance sur une ligne dangereuse. Il doit faire sentir la contamination du doute sans transformer la peur en hystérie, parce que ce qu'évite la société à ces moments-là n'est pas une panique spectaculaire. C'est un glissement, une érosion. La sensation que le monde ordinaire a perdu une partie de sa stabilité, que la maison le lieu suppose le plus sûr n'est plus un refuge absolu. Et quand la maison n'est plus sûre, tout devient fragile. Dans cette attention, une autre question apparaît. Plus discrète, mais tout aussi corrosive. Comment cela a-t-il pu durer si qu'elle a duré? Non pas au sein d'une complicité ouverte, mais au sein des angles morts. Ceux qui existent dans toutes les sociétés, parce que personne ne peut tout voir. On découvre que l'isolement des personnes âgées est une forme d'invisibilité sociale, qu'il suffit parfois de peu un voisin distrait. Une famille éloignée, un passage moins régulier pour que l'absence devienne une normalité. Et cette découverte n'accuse pas un individu. Elle accuse une organisation collective. Elle accuse notre manière de laisser certains vivre seuls jusqu'à ce que la solitude devienne une porte ouverte. Les enquêteurs reprennent alors. Encore et encore. La même difficulté. Prouver, même si des liens semblent impossibles. Même si des ressemblances existent, la preuve est un animal exigeant. Elle ne se nourrit pas d'intuition, elle demande du concret. Et plus le temps se passe, plus le concret manque. Les traces s'effacent, les maisons ont été nettoyées. Les objets ont été jetés, les souvenirs se déforment. Le temps, dans ces dossiers, est une force qui détruit lentement la vérité. Le spectateur, à ce stade, ressent quelque chose d'inconfortable. L'idée que la réalité peut rester floue même après une confession. Que la parole d'un homme peut ouvrir une porte sur l'horreur sans jamais permettre de la refermer proprement. On voit un chiffre, on voit une liste. On voit une certitude, mais le récit refuse si confort. Il s'enfonce dans un espace où la vérité est partielle, où la justice doit travailler avec des fragments. Et si est là que la tension dramatique se resserre à nouveau, non pas sur l'homme qui n'est plus là, mais sur ce qui l'a laissé. Une question suspendue au-dessus de toutes les autres. Combien de morts ont été acceptées trop vite comme naturelles? Combien de fois a-t-on choisi la version la plus simple parce qu'elle permettait de continuer à vivre? Dans la fin de cette deuxième partie, le territoire ressemble à un lieu qui se réveille la nuit, sans savoir encore si ce qu'il a rêvé était vrai. Tout est pareil en apparence, les ruses,
les jardins, les maisons. Mais le regard change. Les mêmes façades contiennent désormais une possibilité inquiétante. Et cette possibilité, même si elle ne se confirme pas partout, ça fait de modifier durablement la perception du réel. La dernière sensation doit être précise. Presque tactile, celle d'un dossier, qu'on refermé avec une main qui tremble légèrement. Non pas parce qu'on a peur, mais parce qu'on comprend l'ampleur de ce qu'on est en train de remuer. Si n'est plus une enquête ordinaire, c'est une excavation. Et plus on creuse, plus on découvre que le sol n'est pas stable. Car la suite va exiger autre chose que des recoupements. Elle va exiger une confrontation avec l'idée la plus dérangeante de toutes. Que le crime, parfois, n'a pas besoin d'être violent pour être total. Qu'il peut voler une vie sans laisser de scène. Qu'il peut se cacher derrière les décors les plus banals. Et qu'il peut, pendant un temps, compter sur notre besoin instinctif de croire que tout est normal. Et quand cette croyance se fissure, ce n'est pas seulement une affaire qui avance. C'est une société entière qui se met à douter d'elle-même. La troisième partie commence là où la seconde a laissé le spectateur. Dans cette sensation désagréable qu'on soulève un coin du tapis et qu'on a vu assez de poussière pour comprendre que le sol entier pourrait être salé. La différence, maintenant, c'est que le doute n'est plus une simple inquiétude, il devient une méthode. Une manière de regarder autrement ce qui, jusque-là, passait pour évident dans les services d'enquête. Les journées s'allongent sans que rien ne paraisse spectaculaire. Les écrans affichant des dates. Les mains tournant des pages, on recopie des noms, des lieux, des heures. Le travail ressemble à de la paperasse, à de la routine. Et pourtant tout le monde ressent la même attention. Chaque ligne pourrait contenir un mensonge involontaire. Chaque mort naturelle pourrait être un masque. Pas forcément. Mais peut-être, dans ce genre d'affaires, suffit de rendre l'air plus lourde. L'homme est mort, et cette mort-là change tout. Elle empêche les face-à-face, interdit les contradictions. Verrouille les explications. On ne peut pas le pousser dans ses incohérences. Ni le coincer sur un détail. On ne peut pas observer ses réactions. Il ne reste que ce qui la laisse, des trajectoires, des habitudes, des traces périphériques. Une existence banale, presque grise. Qui n'explique pas l'ampleur possible de ce qu'il prétend avoir fait, c'est là que l'affaire devient particulièrement injuste pour ceux qui enquêtent. Ils doivent reconstruire un récit sans narrateur vivant, et ce récit est potentiellement gigantesque. Ils avancent comme on avance dans un couloir sans lumière, la main tendue devant soi. En espérant ne pas tomber sur quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Et chaque pas, la même question, froide et insistante. Qu'est-ce qui est probable? Et qu'est-ce qui restera à jamais dans l'espace trouble entre suspicion et certitude? Le doute s'organise d'abord autour d'un principe simple, la répétition. Les histoires qui frappent longtemps ne le font pas au hasard. Ils développent des routines, des preferences, des stratégies. Ici, la routine est un visage paradoxal. Celui de la normalité. Entrer chez quelqu'un n'est pas forcément suspect lorsqu'on y entre pour travailler. Demander une information n'est pas forcément suspect lorsqu'on paraît serviable. Être vu dans un quartier n'est pas suspect lorsqu'on y a une raison. La violence se cache derrière les prétextes, alors on remonte les trajectoires. On cherche les zones où il revenait, les périodes où il circulait plus. Les endroits où il était connu, si travail n'a rien de pique. Il est répétitif, presque ingrat. Mais il a un pouvoir, il dessine une carte invisible. Une carte faite de petites certitudes et de grandes inconnues. Une carte où les points ne sont pas des lieux de crime confirmes, mais des lieux de passage, des possibilités, des occasions. Et plus cette carte c'est précise.
Place l'affaire si meurtre ressemble à quelque chose de plus grand qu'un simple dossier criminel. Elle ressemble à une radiographie sociale. On y voit, comme un négatif, l'isolement, les maisons où l'on vit seul, les personnes âgées dont personne ne connaît vraiment le rythme, les familles éloignées. Pas forcément indifferentes, simplement prises par la vie. Les voisins qui respectent la distance. Tout ce que l'on appelle politesse. Tranquillité, autonomie et qui. Soudain, prend une autre teinte, celle de la vulnérabilité dans certaines species. Des enquêteurs parlant place pasquavante, comme si le silence lui-même était devenu un témoin. Ils savent qu'ils manipulent des histoires qui appartiennent à des familles et que rouvrir ces histoires revient à rouvrir des blessures. Pourtant, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils doivent appeler, poser des questions, demander des détails qu'on ne demande jamais après son décès suppose naturel. Comment était la porte? Les fenêtres, les objets, les habitudes du défunt, la présence d'inconnus, la disparition d'argent, la moindre anomalie prend une importance démesurée. Au téléphone, souvent. La même réaction, un temps d'arrêt, puis une voix qui hésite. On entend? Dans ces silences, le combat intérieur de celui qui répond. Parce que se rappeler, c'est déjà souffrir. Et se rappeler avec l'idée d'un crime, c'est souffrir deux fois. Pour la perte et pour l'intrusion de la horreur dans le souvenir. Certaines familles répondent avec colère, pas contre les enquêteurs, pas vraiment contre le monde. Contre l'idée qu'on les force à reconsidérer la mort d'un proche. Leur duel avait une forme. Il avait une logique. On les avait aidés à l'accepter. L'âge, la maladie? Le cœur, et maintenant on vient leur dire que cette logique pourrait être une illusion. C'est comme si on lui retirait même le doigt à une tristesse simple. D'autres familles répondent avec un espoir étrange. Presque honteux. Non pas l'espoir que le proche revienne si n'est plus possible, mais l'espoir que la mort est un sang. Que ce ne soit pas seulement un hasard cruel, que quelqu'un, quelque part, soit responsable. La responsabilité, dans une douleur, peut devenir un appui. Elle donne une direction à la colère. Elle évite l'absurde, mais elle a un prix. Si l'on découvre que c'était bien un crime, il faudra vivre avec cette image pour toujours. La difficulté, c'est ce que les indices ne se donnent pas facilement. Une maison où rien d'escasse, encore sans blessure évidente. Des objets volés qui peuvent se confondre avec des objets simplement rangés à un lieu. Une somme d'argent disparue dont personne n'est sûr. Parce que les personnes âgées ne tiennent pas toujours des comptes précis. Parce que l'habitude de cacher un billet dans un tiroir est ancienne. Discrète, presque familiale. La preuve, ici. N'est pas une empreinte nette. Elle est un cumul. Et dans les cumuls, il y a toujours si risqué. Que lui de voir ce qu'on veut voir. L'enquêteur le sait. Le magistrat le sait. Le spectateur le sent. L'affaire peut devenir un miroir déformant. On peut être tenté de faire rentrer chaque mort solitaire dans le même récit. Parce que ce récit a une puissance dramatique insupportable. Mais la rigueur impose une autre discipline. Accepter que certaines choses resteront floues et que ces flous n'est pas une faiblesse morale. C'est la réalité. Pour lutter contre l'imagination, on s'accroche à la matière, aux objets, à l'argent, aux mouvements. Les cambriolages sont un fil, parce qu'ils sont, paradoxalement, plus faciles à prouver. Une plainte, un voisin, un objet retrouvé chez un receleur, une trace bancaire, un événement, une montre, un bijou, quelque chose qui circulait. Qui laisse une marque dans le monde, et ces fils-là.
On le suit comme on suit une corde dans son brûlard, più à più. Une logique se dessine. Place froide qu'elle est sensationnelle? Le crime possible n'est pas une explosion de violence, c'est une exploitation. Exploitation d'une confiance, d'une routine. D'un âge, dans cette logique, le cambriolage n'est pas une côte, il est le cours pratique. Entrer, prendre, ressortir, et si une personne est là. Si elle est Jean, si elle est reconnaît, si elle résiste, alors le risque change de nature. L'enquête ne cherchait pas à faire du spectaculaire, elle cherchait à comprendre comment un même homme aurait pu naviguer entre ces deux mondes, le volume et la mort. Le banal et l'irréparable, le spectateur, lui, ressent une peur particulière. C'est l'équinite quand le horreur ne demande pas de passion, dans la plupart des récits. On imagine le crime comme un moment de folie, de rage, d'émotion. ICI, la hypothèse la plus effrayante est l'inverse. Une fois deux sans émotion? Un calcul. La violence comme outil. Cette idée-là est rebutante, parce qu'elle retire au mal son côté exceptionnel. Elle en fait une méthode, dans certaines réunions. Les enquêteurs évoquent des listes de décès, des listes d'adresses, des listes de plantes pour volume. On compare, on superpose. On cherche des intersections, et quand une intersection apparaît, le silence tombe, parce que ce n'est pas une victoire. C'est une confirmation partielle, et une confirmation partielle. Dans ces dossiers, signifie une seule les choses. Il faudra aller plus loin, Parfois, signifie demander l'impensable. Rouvrir un dossier médical, reprendre contact avec un médecin qui a signé une conclusion de décès sans suspecter un crime. L'obliger à se souvenir, à revoir des gestes professionnels. À admettre qu'une certitude a pu être trop rapide si n'est pas un procès. Si n'est pas une accusation, mais tout le monde le vit comme tel. Parce que la médecine, comme la justice, repose sur la confiance, et quand la confiance se fissure, chacun se sent vice, à la place loin peut aussi signifier toucher aux morts. Pas de manière spectaculaire, pas comme dans les films. De manière administrative, lente, encadrée, une exhumation n'est pas une scène. C'est un acte lourd, irreversible. Un moment où une famille comprend que même la terre nette peut être pas une clôture. Quand cette possibilité apparaît, les proches se divisent, certains refusent. Parce qu'ils ne supportent pas l'idée de déranger, d'autres acceptent. Parce qu'ils ne supportent pas l'idée de ne jamais savoir. Et là, le récit devient plus transformateur encore. Il oblige le spectateur à se demander ce qu'il ferait. Acceptera-t-il de rouvrir une tombe pour une vérité incertaine? Préférerait-il le doute à la mutilation du souvenir? C'est une question sans bonne réponse, parce qu'elle oppose deux douleurs. Et que toute décision est une perte, pendant que ces décisions se prennent. Le territoire continue de vivre, les mêmes rues, les mêmes marches, les mêmes jardins. Sauf que quelque chose change. Les gens regardent autrement les professionnels qui entrent dans les propriétés. Ils ferment plus tôt, ils vérifient plus souvent. Ils appellent plus vite, la normalité cesse d'aussi. La confiance est devenue prudente, comme si elle avait pris un coup et qu'elle boitait désormais. Dans les médias, l'affaire devient une narration en soi. Le public veut des chiffres, des certitudes, des noms. Il veut une histoire propre. Avec un début et une fin, mais cette affaire refuse si confort. Elle ressemble à un puzzle auquel il manquerait des pièces, et dont certaines pièces. Peut-être, non jamais existe. Cette frustration collective nourrit une agitation dangereuse, celle des hypothèses sans preuve.
des accusations diffuses, des rumeurs qui désignent des voisins, des familles, des inconnus. Le doute, quand il devient public, peut devenir violent, alors les enquêteurs se retrouvent avec une responsabilité supplémentaire. Protéger la vérité de l'emballement, ils doivent avancer sans nourrir les fantasmes. Sans laisser les sensationnels avaler le réel, cela demande une discipline quasi morale. Accepte de dire nous ne savons pas dans un monde qui exige des réponses. Le spectateur sent. Dans cette tension, une chose essentielle. L'affaire n'est plus seulement celle d'un homme, elle est devenue celle d'une société confrontée à SIS angles morts. Comment protéger-on les personnes âgées qui vivent seules? Comment vérifie-t-on un décès quand la mort ressemble à la mort? Comment distingue-t-on l'inévitable de l'inacceptable? Ces questions dépassent l'enquête. Elles touchent au tissu même de la vie collective. Et en même temps, au cœur de ces vastes débats, il y a toujours les mêmes points noirs. L'absence du suspect, parce que son suicide a produit un effet pervers. Il a empêché la contradiction, mais il a aussi empêché la déconstruction. S'il a menti, on ne peut pas le prouver facilement. S'il a dit vrai, on ne peut pas tout établir. Son silence est devenu un verrou qui protégeait autant qu'il empêchait. Dans ce vide, chaque détail retrouve prend une importance presque mythique. Une adresse notée quelque part, un objet revendu, un itinéraire, une idée qui revient. Le récit avance alors comme une série de rapprochements, de coïncidences qui se sentent peu à peu d'être des coïncidences. Le suspense ne vient pas d'une course-poursuite, il vient de cette lente conviction qui s'est formée. Il y a dans cette affaire une cohérence, peut-être incomplète, peut-être partielle, mais une cohérence. Et lorsqu'une cohérence apparaît, elle provoque un effet immédiat sur le spectateur. Elle rend l'idée du crime plus réel, donc plus difficile à supporter. Tant que tout est flou, on peut s'accrocher à l'idée d'une exagération. Mais quand un motif se dessine, même légèrement, l'esprit n'a plus le même refuge. La troisième partie doit alors faire sentir si basculement intérieur. On cesse de se demander si l'histoire est possible, et on commence à se demander jusqu'où elle va. Jusqu'où elle a pu aller sans qu'on ne la voie, et cette question est presque plus effrayante que la réponse. Parce qu'elle ouvre un gouffre. La fin s'approche avec une sensation très précise. Celle d'une porte qu'on pousse sur un couloir plus long qu'on ne l'avait imaginé. Les enquêteurs ont des pistes, des correspondances, des recoupements. Les familles ont des souvenirs qui se réorganisent sous une lumière crue. Le territoire a perdu une partie de son innocence tranquille. Pourtant, rien n'est encore solide au point de donner une clôture. C'est exactement dans cet inconfort que la partie 3 doit se terminer. Au moment où l'on comprend que l'enquête ne cherche plus seulement à attribuer des faits, mais à faire quelque chose de presque impossible à distinguer dans un monde de morts ordinaires. Celles qui ne les taillent peut-être pas. Et alors, la dernière sensation doit être simple, froide. Presque administrative, un nom qu'on souligne sur un document. Une adresse qu'on entoure, une date qu'on recopie. Rien d'héroïque, rien de spectaculaire. Juste la preuve que la machine s'est mise en marche et qu'elle ne pourra plus s'arrêter sans aller au bout. Parce que la suite va exiger un pas supplémentaire, plus difficile encore. Passer du motif au mécanisme, comprendre non seulement astérisque si astérisque cela a été possible, mais astérisque comment astérisque cela a pu durer dans le tissu ordinaire d'une région tranquille et c'est que cette possibilité dit, au fond, de notre besoin instinctif de croire que la mort, quand elle paraît naturelle, n'a plus rien à raconter. Astérisque partie pour la mécanique. À un certain point, l'enquête cesse d'être une chasse. Elle devient une autopsie, non pas l'autopsie d'un corps. Mais celle d'un système de confiance, et si changement est presque imperceptible,
parce qu'ils ne s'accompagnent pas d'un couple de théâtre. Ils s'installent dans la façon dont les enquêteurs posent leurs questions, dans la manière dont les familles les répondent, dans la rigidité nouvelle des procédures. On ne cherche plus seulement à savoir astérisque ce qui astérisque se passe. On cherche à comprendre astérisque comment astérisque cela a pu se répéter. Le mot qui revient. Dans les conversations de couloir, dans les notes, dans les regards. N'est-ce pas monstre, c'est ce mécanisme. Un mécanisme est une chose froide, une suite d'étapes. Quelque chose qui fonctionne sans émotion, sans haine apprentie. Et cette idée-là a un pouvoir de répulsion particulier. Parce qu'elle transforme le horreur en routine, elle lui retire la fureur pour lui donner la logique. On commence alors par le plus simple. Le comportement, les déplacements, les horaires, les habitudes. On reconstruit une existence comme on reconstruit un itinéraire sur une carte, où il travaillait, où il passait, qui le connaissait. Qui lui ouvrait. On cherche la banalité, parce que c'est la banalité qui a permis l'accès dans une affaire de ce type. L'entrée est souvent plus importante que le geste, parce que l'entrée explique la possibilité. Le territoire se prête à cette reconstruction mieux qu'on ne l'imagine. Ce n'est pas une grande métropole où tout se perd dans la foule. C'est un ensemble de quartiers, de communes, de rues où les visages reviennent, où les habitudes se remarquent. Les gens se croisent, se reconnaissent vaguement. Se saluent sans se connaître vraiment, un terrain parfait pour quelqu'un qui sait se rendre familier sans devenir intime. Quelqu'un qui sait existe juste assez pour ne pas être suspect, pas assez pour être mémorable. Dans ce contexte, le travail devient presque pervers. Plus on décrit la routine, plus on comprend qu'elle est une protection. Un artisan n'est pas un intrus, un jardinier, un paysagiste, quelqu'un qui passe avec des outils et des horaires réguliers. N'est pas un motif d'alerte, au contraire. C'est le genre de présence qui rassure les personnes âgées, qui leur donne l'impression d'être encore reliées au monde. Si l'in, qui devrait être une forme de sécurité, devient une porte. Le récit se resserre alors sur une vérité gagnante. Il y a des professions qui donnent accès et l'accès. Dans une société polie, est souvent accordé sans méfiance. On ouvre parce que c'est normal d'ouvrir, on ne veut pas paraître subconnu. On ne veut pas vivre dans un monde où l'on suspecte tout le monde. La confiance n'est pas seulement une vertu, c'est un outil qui rend la vie possible. Mais dans certains cas, cette confiance devient une arme contre ceux qui la donnent. Les enquêteurs, ne peuvent pas se permettre cette confiance, ils doivent la déconstruire sans la détruire. Ils doivent poser des questions qui sonnent comme des accusations, tout en sachant que ces questions arrivent trop tard. Parce que la plupart du temps, les portes ont déjà été ouvertes. Les gestes ont déjà été faits. Les souvenirs se sont déjà déposés comme une poussière sur la mémoire. Alors on écoute les témoignages et les témoignages. Dans une affaire aussi longue, ne ressemblant pas à des récits clairs. Ils ressemblent à des morceaux de vie une vieille dame qui disait. Il est venu, il est gentil. Une facture qu'on a payée sans vérifier. Un passage à une hure inhabituelle. Une conversation de jardin. Un détail si petit qu'on n'aurait jamais pensé le retenir. Le problème, c'est que ces détails n'ont pas été conservés avec l'idée d'une enquête future. Ils ont été vécus puis oubliés et maintenant. On demande à des gens de les retrouver dans leur mémoire comme on cherche une piste minuscule dans une piste sombre. Certains s'y trompent. D'autres inventent sans le vouloir. D'autres se taisent parce qu'ils ne veulent pas être responsables d'une erreur. La vérité, ici, se débat contre l'imperfection humaine, pour contourner cette fragilité. L'enquête se tourne vers ce qui ne mène pas, les objets,
Les traces économiques, les chemins des biens vols. C'est là que la mécanique se révèle, non pas dans le spectaculaire, mais dans la répétition. Un objet qui disparaît, un objet qui réapparaît ailleurs, un bijou revendu, une montre, un élément identifiable. Chaque réapparition est une phrase dans une langue froide, celle des faits. Si travail d'objet produit une nouvelle carte, plus précise. Et cette carte-là, contrairement aux souvenirs, ne tremble pas. Elle dit qu'il y a eu des entrées, des sorties, des prizes. Elle dit qu'il y a eu une méthode de volume, et plus la méthode apparaît, plus la question devient évidente. Quand on vole chez des personnes isolées, qu'est-ce qui se passe quand l'imprévu surgit? Qu'est-ce qui se passe quand la victime est là? Quand elle reconnaît, quand elle résiste, quand elle appelle dans une mécanique. L'imprévu est un danger. La manière dont on guère l'imprévu révèle souvent de l'horreur. Mais l'enquête, encore une fois, ne peut pas s'appuyer sur l'imagination. Elle doit s'appuyer sur le recoupement. Elle avance donc comme un organisme prudent. Elle ne saute pas. Elle accumule. Elle empile des coïncidences jusqu'à ce qu'elles deviennent des motifs. Elle compare des décès et des cambriolages. Elle observe des proximités de dates. Elle cherche des séquences. Et puis il y a l'autre obstacle. Les plus cruels, la mort des victimes. Les personnes âgées ne racontent plus, elles ne peuvent pas décrire. Elles ne peuvent pas confirmer. Leur silence n'est pas un choix. C'est une absence. Alors l'enquête doit apprendre à écouter autrement. Écouter les proches, écouter les voisins. Écouter les habitudes. C'est ici que le récit devient transformateur. Parce qu'il met le spectateur face à une réalité rarement racontée. L'isolement est une forme d'invisibilité sociale. Une personne âgée peut mourir sans que cela déclenche un choc collectif. On le sait. On l'accepte. On le banalise. Et cette banalisation d'un si dossier devient un effet parce qu'elle crée un environnement où des mots ordinaires ne provoquent pas la lame qu'elles mériteraient si elles étaient suspectes. Plus les enquêteurs croissent, plus ils rencontrent la même scène répétée sous des variations. Une maison calmée, une vie discrète. On de ces accepte sans trop de questions, et à chaque fois. On se heurte à un mur moral, combien de fois peut-on questionner une mort sans humilier la famille? Combien de fois peut-on insister sans transformer le duel en interrogatoire dans un monde idéal? La vérité justifie tout dans la vie réelle. La vérité se négocie avec la douleur. Certains proches acceptent de replonger. Ils sortent des papiers, des carnets, des souvenirs. Ils se surprennent à devenir des archivistes malgré eux. Reconstituer des journées entières, scruter des détails qu'ils n'avaient jamais considérés. Ils se demandent qui se passe, qui avait les clés, qui pouvait entrer sans frapper. Et cette question est une torture en soi, parce qu'elle transforme la maison, qui devait être un refuge insane possible. D'autres proches refusent. Ils dissentent non. Ils dissentent. Laissez-la tranquille. Ils dissentent. Qu'en ne changera rien. Et ils sont raison, d'une certaine manière. Qu'en ne changera pas la perte, mais sinon est aussi un symptôme. Il dit la fatigue, il dit la peur de la vérité. Il dit la honte d'avoir été vulnérable. Il dit, surtout, que l'enquête ne se déroule pas dans un laboratoire. Elle se déroule dans des vies déjà abîmées pendant que ces tensions s'installent. L'opinion publique suit, mais d'une manière incertaine. Les gens veulent une histoire nette et une figure claire. Un chiffre clair, un début et une fin. Or l'affaire refuse ce format. Elle ressemble à une brume. Elle donne assez pour inquiéter, pas assez pour apaiser.
Elle devient une légende inconfortable. Trop réelle pour être un mythe. Trop incomplete pour être une conclusion. Et cette incomplétude nourrit un phénomène dangereux. La contamination du soupçon dans certains quartiers. On regarde les inconnus autrement. On évoque des noms. On suspecte des complices imaginaires. On invente des réseaux. C'est un réflexe humain. Quand la réalité est insupportable, on cherche une explication encore plus grande, parce que la grandeur donne une illusion de sens. Mais ici, le sens n'est pas forcément dans le gigantesque. Il est dans le banal, et le banal, c'est plus effrayant. Les enquêteurs doivent donc tenir une ligne étroite. Avancer sans nourrir les fantasmes, ne pas transformer l'enquête en théâtre. Rester froide dans un monde qui devient chaud, et cette froideur, parfois, est interprétée comme de l'insensibilité. Alors qu'elle est une protection, parce que si l'on laisse l'émotion guider l'enquête, on se trompe, et se tromperait-il. C'est ajouter du mal au mal. Il y a aussi la question du temps. Le temps est un ennemi qui travaille les sens relâchés. Il efface les traces. Mais il modifie aussi les souvenirs. Il transforme les témoins. Il rend les dates floues, les visages incertains. Il rend le présent plus lourd, parce que chaque jour qui passe rend la vérité plus difficile à saisir. Alors l'enquête revient sans cesser à ce qu'elle peut contrôler, les comparaisons, les recoupements, la logique. Et plus elle travaille, plus elle découvre quelque chose de très simple et de terrifiant. Si l'on cherche des morts suspectes chez des personnes âgées isolées, on travaille dans un océan de morts naturelles. On cherche des anomalies dans un phénomène normal. C'est comme chercher une goutte de poison dans une rivière. Si constat produit une nouvelle forme de suspense, non pas va-t-on l'attraper, puisqu'il est déjà mort, mais va-t-on distinguer l'inacceptable de l'inévitable. Et cette question est presque insoluble, parce que la frontière est fine. Parce que les corps vieillissants ne portent pas toujours de signatures évidentes, parce que la mort, parfois, ressemble à elle-même. Dans cette partie, le récit doit faire ressentir l'épuisement. L'épuisement des enquêteurs qui découvrent que chaque certitude leur coûte des heures de travail. L'épuisement des familles qui comprennent qu'on leur demande de réouvrir des places pour une vérité partielle. L'épuisement d'une société qui voudrait croire qu'il s'agit d'un cas isolé, mais qui sent que le cas révèle quelque chose de plus profond. Notre manière de laisser certains disparaître dans le silence. Et pourtant, malgré cet épuisement, l'enquête avance. Parce qu'elle n'a pas le droit de s'arrêter, elle doit au moins tenter. Elle doit au moins chercher à limiter le flou. Elle doit au moins donner une forme à l'ombre. Ainsi est, un autre phénomène apparaît. Plus subtil, la tentation de la clôture. Dans ce genre d'affaires, tout le monde finit par vouloir fermer. Les institutions veulent fermer pour reprendre le contrôle. Les médias veulent fermer pour passer à autre chose. Les familles veulent fermer pour survivre. Même le public veut fermer. Parce qu'une histoire sans fin est une torture, mais fermer trop tôt. Ici, serait une seconde erreur. Et cette seconde erreur serait plus grave, parce qu'elle serait commise en connaissance de cause. La narration s'approche alors de ce qui devient le corps émotionnel de la partie forte. L'idée que l'on se batte contre quelque chose qui n'a pas de visage vivant. Mais ce qui à l'est des ondes, un homme a agi ou a prétendu avoir agi et son geste final a semé un doute qui ne meurt pas avec lui. Si doute contamine les archives, les procedures, les habitudes, il transforme chaque mort naturelle en peu trop rapide en question potentielle. Et cette transformation, qu'on le veuille ou non, change on pace, la fin de cette partie ne doit pas offrir de réponse. Elle doit offrir un basculement de niveau. Après avoir cherché des motifs, après avoir recoupé des dates et des objets, on comprend que l'enquête touche désormais un point plus large.
Elle touche à la manière dont on protégeait les invisibles, parce que ce dossier, au fond, ne parle pas seulement d'un auteur présume. Il parle d'une catégorie de personnes qu'on visite moins, qu'on écoute moins, qu'on remarque moins, et il montre ce qu'il peut arriver quand cette invisibilité rencontre une intention prédatrice. La dernière sensation doit être simple, presque administrative, mais chargée d'une gravité nouvelle. Un dossier mort naturel qu'on ressort une seconde fois. Une fiche qu'on relit lentement, un prénom qu'on prononce avec plus de précaution. Et dans ces gestes, une vérité silencieuse. L'enquête n'est plus seulement une recherche de coupable. Elle est devenue une tentative de rendre visible ce qui, dans la vie comme dans la mort, avaient été trop faciles à oublier. Et c'est précisément à ce point que la partie force s'achève. Sur l'idée que la mécanique ne concerne pas seulement un homme. Elle concerne un monde qui, parfois, offre des portes ouvertes à ceux qui savent les pousser sans bruit. La cinquième partie commence par un sentiment que personne n'avoue facilement. L'envie d'en finir passe avec la vérité, non avec l'épuisement, avec la tension constante. Avec l'idée que chaque dossier rouvert est une nouvelle douleur infligée à des familles déjà fracturées. Dans les affaires où l'auteur reste vivante, on avance vers un face-à-face, ICI. Il n'y aura jamais de face-à-face. Et cette absence transforme tout le récit. L'enquête n'est pas une course vers une arrestation, c'est une course contre la dissolution. Car le temps n'est plus seulement un ennemi abstrait, il est devenu une force concrète qui fait disparaître les preuves. Les papiers jaunissant, les maisons changeant de propriétaires, les objets sont jetés, les souvenirs se déplacent. Se recomposant, se contaminant. Et dans cette matière mouvante, les enquêteurs doivent prendre des décisions lourdes. Celles qui déterminent si un décès restera ce qu'il a toujours été aux yeux du monde ou s'il deviendra autre chose, un crime reconnu. Une injustice officiellement nommée. Ces décisions n'ont pas l'air dramatiques. Elles se prennent dans des bureaux, autour de dossiers, à voix basse, dans des phrases courtes. Pourtant, elles ont une violence immense. Parce qu'elles font basculer le statut d'une vie, une mort naturelle est un événement douloureux. Mais presque comprise, une mort criminelle est une violation. Elle change tout, même après coup. Elle change la manière dont on se souvient. Elle change les conversations familiales. Elle change le sommeil. Elle change la honte. Alors, avant même l'épreuve, il y a un premier choc, l'annonce, appeler une famille, parfois des années après. Et lui dire qu'on réexamine la mort d'une proche n'est jamais neutre. C'est une intrusion dans le deuil. Une main froide posée sur une cicatrice, certains proches pleurant immédiatement. D'autres se figeant, d'autres se fâchant. Et souvent, la réaction la plus douloureuse est celle-ci. Un silence long, suivi d'un murmure qui ressemblait à une prière je ne veux pas savoir. Le récit doit s'attarder sur ce je ne veux pas savoir, non pour le juger, mais pour le comprendre, parce qu'il refuse la vérité. Parfois, n'est pas de la lâcheté. C'est une manière de protéger les vivants dans certaines familles. La mort naturelle avait permis de préserver une image, une dignité. Une paix intérieure fragile, rouvrir. C'est risqué de tout salir. C'est risqué de transformer un visage aimé en victime d'un crime. De remplacer le souvenir d'une femme paisible par l'idée d'une peur, d'une lutte, d'une dernière conscience terrifiée pour beaucoup. Cette substitution est insupportable. Et pourtant, il y a l'autre côté. Je qui dissent oui. Je qui dissent oui parce qu'ils sentent. Depuis longtemps, qu'il y avait une anomalie, une porte ouverte. Un objet manquant, une phrase du médecin qui sonnait trop rapide. Une intuition qu'on s'était interdite de suivre, parce qu'elle semblait obscène au moment du deuil.
pour yuxa rouvrir n'est pas une agression. C'est une réparation possible, même si elle arrive tardive. C'est ainsi que l'enquête devient un champ de tensions contradictoires. Elle avance dans un paysage humain où chaque geste technique a une conséquence émotionnelle. Une exhumation, par exemple, n'est pas seulement une procédure, c'est une scène mentale. Les proches l'imaginent avant qu'elle ait lieu. Ils la vivent comme une profanation ou comme une libération. Parfois les deux à la fois. La terre, qui était censée être le dernier voile, redevient une question. Et si simple fait suffit à rendre la nuit plus lourde dans les bureaux? On parle de probabilité, de cohérence, de priorities, en selection. En tri, on ne peut pas tout rouvrir. On ne peut pas examiner chaque de ces anciennes. On doit choisir des cas où les recoupements sont les plus forts, où les indices périphériques existants, où des éléments matériels ont été conservés. Cette sélection est rationnelle, mais moralement violente. Car elle signifie qu'on dire implicitement à certaines familles, votre doute ne sera pas vérifié. Votre mort restera si qu'elle a toujours été, non pas parce qu'elle est certainement naturelle, mais parce qu'on ne peut pas tout être cela. Pour un spectateur, est l'un des points les plus transformateurs du récit. Comprendre que la justice n'est pas seulement une question de vérité, mais aussi de moyens, de temps, de faisabilité. On aimerait croire que la vérité est un droit garanti. ICI. La vérité est un combat, et parfois une loterie, pendant que ces choix se font, la société. Elle continue d'exiger des réponses. Elle veut des chiffres. Elle veut un nombre de victimes. Une liste, un bilan. Elle veut la clarté, mais l'enquête ne peut pas offrir ce confort. Elle avance à travers des zones grises où le peut-être reste plus fréquent que le certainement. Et cette frustration collective nourrit un malaise dangereux. Celui de la rumeur qui remplit le vide. La rumeur s'insinue partout. On dit qu'il y en a eu des dizaines. On dit qu'il y en a eu des centaines. On racontait des histoires de maisons, de caves. Des listes secrètes, plus l'affaire reste flouée. Plus l'imagination publique s'emballe, et cet emballement a eu un effet toxique. Elle transforme la pure en suspicion généralisée. Il abîme la confiance entre voisins. Il fait naître des accusations sans preuve. Il crée des monstres secondaires pour combler l'absence du monstre principal. C'est ici que la narration doit être très finie. Montrer la puissance de la rumeur sans la nourrir. Faire sentir que le public est pris au piège d'un besoin de conclusion, un besoin humain. Normal, presque vital. Fermer l'histoire, lui donner une forme. Mais l'histoire résiste parce que le narrateur a disparu. Parce que les preuves ont vieilli. Parce que la mort naturelle est un camouflage trop parfait. Dans cette partie, l'enquête prend aussi une forme plus durée. Plus sèche. On recoupe des déclarations anciennes. On confronte des témoins à leurs souvenirs, et les témoins se défendent. Ils se défendent parce qu'ils ont peur d'être accusés, peur d'avoir fait quelque chose, peur d'avoir été naïfs, peur d'avoir ouvert la porte au danger. Personne ne veut se voir comme un complice involontaire. Alors les conversations deviennent entendues. On entend des phrases coupantes. Vous insinuez que j'aurais dû savoir. Vous pensez que je n'ai pas fait attention. Vous venez maintenant. Et derrière ces phrases, il y a une douleur plus profonde. La honte d'avoir été trompé. La honte d'avoir été vulnérable. La honte. Parfois, d'avoir été soulagé trop vite par l'explication naturelle. C'est aussi dans cette cinquième partie que l'on commence à percevoir un autre dommage, plus discret. Celui de la dignité, les personnes âgées. Souvent, ont vécu leur fin dans une certaine discrétion, une certaine intimité, si l'on transforme leur mort en affaire criminelle.
Cette intimité est exposée. Leurs habitudes deviennent des pistes à conviction. Leur solitude devient un élément d'enquête. Leur maison devient un terrain d'investigation. Et même si tout cela est nécessaire pour chercher la vérité, cela provoque une sensation dérangeante. Comme si l'on violait une seconde fois une vie déjà terminée. Pourtant, malgré ces violences secondaires, l'enquête avance, et elle avance vers un point où elle ne pourra plus reculer. Celui où des éléments concordent suffisamment pour imposer une direction claire. Pas une certitude absolue, elle est rare dans ces dossiers, mais une cohérence solide, une cohérence qui oblige à regarder le récit d'un autre angle. Car si l'on admet qu'un homme a pu agir longtemps en exploitant l'isolement et la confiance, alors l'affaire ne parle pas seulement de crimes. Elle parle d'une faille sociale. Elle parle de la manière dont une société traite ces invisibles. Elle parle des personnes âgées comme d'un continent oublié, plus surveillé, plus entendu, jusqu'au moment où un drame révèle leur fragilité. Cette prise de conscience, dans la narration, doit être progressive. Elle ne doit pas être proclamée. Elle doit se sentir à travers des signes quotidiens. Un enfant qui appelle sa grand-mère et n'a pas de réponse. Un voisin qui se rend compte qu'il n'a pas vu la vieille dame depuis 3 jours. Un facteur qui s'étonne d'une boîte aux lettres pleines. Des petites choses. Des micro-absences, et les spectateurs comprennent que dans un monde où les micro-absences sont fréquentes, il suffit de peu pour que le crime se glisse. La tension augmente parce qu'on se rapproche d'un point de rupture, celui où la société doit choisir entre 2 attitudes. Continuer à chercher, malgré le flou, au risque de rouvrir des blessures sans certitude, ou femme, au risque de laisser des crimes possibles dans l'ombre, au nom de la paix. Si choix n'est jamais formulé publiquement ainsi, mais il existe. Sous la surface, il est dans les réunions, dans les décisions, dans les dossiers qu'on classe ou qu'on rouvre. Le spectateur sent alors une chose. Cette affaire est une guerre contre l'ambiguïté. Une guerre où personne ne peut gagner totalement, parce que même si l'on identifie quelques victimes avec certitude, il restera toujours des zones indécidables. Si ces zones indécidables sont, paradoxalement, ce qui rend l'histoire si hantante. Elles empêchent la clôture, elles empêchent le soulagement. Elles obligent à vivre avec un reste. La fin de la partie vive doit donc se terminer sur un sentiment précis. Celui d'un souil franchi, mais pas celui qu'on imagine. Pas un souil où la vérité éclate, un souil où l'on comprend que l'enquête, désormais, n'est plus seulement une affaire criminelle. Elle est devenue une affaire de société, une affaire de regard. Une affaire de responsabilité collective, la dernière image. Dans l'esprit, peut-être très simple. Une personne âgée derrière une fenêtre, regardant la rue vide. On ne sait pas si elle est en danger. On ne sait pas si elle l'a aidé. Mais on comprend que sa solitude est un espace où tout peut se produire, sans témoin. Et cette compréhension change la manière de regarder le monde, parce qu'à partir de là, la suite ne sera plus seulement une recherche d'indices, si sera une confrontation avec une idée encore plus dérangeante. Même si l'on identifie son auteur, même si l'on attribue des faits. Ce qui a été brisé dans la confiance ne se répare pas avec un dossier fermé. Il se répare peut-être avec une transformation du regard porté sur ce qu'on laisse trop facilement disparaître sans bruit. Asterisk, asterisk, partie 6, la contamination, asterisk, asterisk. Il arrive qu'une affaire dépasse son propre contour. Elle n'envahit pas le pays d'un seul coup, comme une catastrophe visible. Avec des flammes et des sirènes, elle s'infiltre. Elle se glisse dans les conversations, dans les gestes, dans les réflexes, jusqu'à modifier des choses que personne n'aurait pensé devoir modifier un jour. La manière d'ouvrir une porte, la manière de saluer un inconnu,
la manière de considérer une mort normale, ainsi stade. L'enquête n'est plus seulement une suite de dossiers qu'on rouvre, elle est devenue une présence. Elle plane au-dessus des maisons tranquilles, au-dessus des jardins bien entretenus. Au-dessus de ces rues où l'on croyait que rien d'extraordinaire n'arrivait jamais, et c'est précisément cela. La contamination, l'extraordinaire devient une hypothèse quotidienne. Dans certaines familles, le téléphone sonne encore avec cette tonalité particulière. Pas celle d'un appel ordinaire, mais celle d'une intrusion froide dans un passé qu'on essayait de tenir immobile. On ne répond plus de la même façon. On écoute comme on écoute une menace diffuse. Les mots enquête, verification. Recoupement sont devenus des agiles, ils piquent chaque fois. Même quand ils n'apportent rien de concret. Parce que le simple fait qu'on vérifie signifie qu'on n'est plus sûr de ce qu'on croyait. Et puis il y a ceux qui ne sont pas directement concernés par une mort, mais qui se sentent concernés quand même. Les voisins, les habitants du quartier. Ceux qui ont déjà rendu service à une personne âgée, qui ont déjà tenu un sac de courses. Repèrent un volet, discutent 2 minutes sur un trottoir. Tous ces gestes qui, d'habitude, renforçant la confiance, se chargeant soudain du nombre. On se surprend à rejouer des scènes insignifiantes, astérisque il avait dit quoi. Si là, astérisque pourquoi il avait demandé quand. Astérisque pourquoi tu n'as pas trouvé cas étrange, astérisque CS questions. Qui semblent logiques après coupe, sont injustes au moment où elles surgissent. Parce qu'elles transforment la gentillesse ordinaire en erreur potentielle, elles font de la normalité un terrain piège. Les professions d'accès sont les premières à subir cette transformation. Le mot ne se prononce pas toujours. Mais il est là. Access. Accès aux maisons, aux habitudes, aux horaires, dans un village ou une petite ville. Quel accès est un élément de la vie? On fait entre quelqu'un par ce qu'il doit réparer. On fait entre quelqu'un par ce qu'il doit tailler. On fait entre quelqu'un par ce qu'il est du coin. Et cette expression du coin à long terme était l'une des plus fortes garanties. Désormais, elle devient presque ambiguë. Les personnes âgées, elles ressentent cette ambiguïté avec une intensité particulière. Parce qu'elles sont au cœur de tout cela, et pourtant. Elles n'ont rien demandé, certaines vivant la peur comme une honte. Elles ne veulent pas être faibles, elles ne veulent pas être ciblées. Elles ne veulent pas qu'on parle d'elles comme d'un groupe vulnérable. D'autres sentent au contraire une colère froide. Pourquoi leur solitude n'a-t-elle jamais été un sujet, avant que le crime la rende visible? Pourquoi faut-il une histoire sordide pour que l'on regarde enfin ceux qui vivent seuls dans les services publics? La pression monte d'une autre manière, si n'est pas seulement la pression médiatique. C'est la pression morale. Celle qui s'installe quand une société commence à se demander si elle prononce trop vite les mots qui arrangent tout le monde. Astérisque mort naturel. Astérisque rien de suspect. Asterisk, circumstances compatibles, asterisk CE's formules. Parfois nécessaires, deviennent suspectes dès qu'un dossier montre qu'elles peuvent servir de rideau. Certaines médecines se retrouvent prises au piège d'un sentiment contradictoire. Ils sont faits leur travail selon les règles. Avec les informations disponibles, avec l'évidence d'un corps vieillissant. Et pourtant, ils comprennent que l'évidence peut être un piège. Ils se demandent si qu'ils auraient un devoir, si qu'ils auraient un pouvoir. Et cette question les poursuit parce qu'une médecine n'est pas seulement un technicien. Il est aussi, malgré lui, un garant de la réalité. Quand il se trompe même de bonne foi, la réalité du duel change de forme. Les forces de l'ordre, elles, affrontant une autre forme de défiance, celle du public qui veut des certitudes dans un dossier qui en offre peu. On réclame des conclusions, on réclame des bilans, on réclame un chiffre et derrière la demande de chiffres.
Il y a une atteinte presque enfantine qu'on puisse enfermer l'horreur dans une quantité. Qu'on puisse dire c'était tant. Passe, place! Comme si le nombre pouvait servir de clôture. Mais la vérité. Ici résiste au nombre. Elle est faite de probabilités, de recoupements, de silhouettes. Elle est faite d'un homme mort. De paroles prononcées puis importées, de dossiers anciens qui ne se laissent pas saisir comme des preuves nouvelles. Elle est faite d'un temps qui est effacé qu'il fallait garder, et cette résistance est insupportable à la société. Parce qu'elle signifie qu'on ne pourra pas tout savoir, qu'on ne pourra pas tout réparer, qu'on ne pourra pas tout classer. Alors le pays cherche d'autres formes de réponse. Il y a d'abord la tentation de la réforme. Elle apparaît toujours après les grandes affaires. On veut corriger, améliorer, sécuriser. On veut croire que l'on peut empêcher que cela se reproduise. Et cette volonté n'est pas cynique. Elle est nécessaire. Mais elle se heurte immédiatement à un paradoxe cruel. On répare après. On solidifie des portes après l'intrusion. On renforce des procédures après l'échec. Le futur peut être mieux protégé, peut-être. Mais le passé, lui, reste intact dans sa violence, pour ceux qui ont perdu. Les réformes sonnent parfois comme des excuses, pour ceux qui travaillent dans les institutions. Elles sonnent parfois comme une accusation. Et entre ces deux perceptions, le dialogue devient fragile, parce que les familles ne veulent pas entendre des mots. Elles veulent sentir que quelqu'un comprenne ce qu'elles ont vécu. Et les institutions, souvent, savent expliquer, mais elles savent moins ressentir. Elles savent moins reconnaître cette dimension impalpable, la trahison. Car oui, ainsi stated. On parle de trahison, même si l'on ne la prononce pas toujours. Elle s'impose la trahison de la confiance. La trahison de la normalité, la trahison d'un monde où l'on croyait que la maison était un refuge. On ne trahit pas seulement des individus, on trahit une croyance collective, et quand cette croyance se fissure. Elle laisse derrière elle un vide que rien ne remplit facilement. La contamination atteint aussi le langage. Les gens parlent autrement. Ils disent fais attention plus souvent. Ils disent tu devrais fermer plus tout. Ils disent ne laisse pas entrer n'importe qui même quand la personne en question n'est pas n'importe qui. Ils donnent des conseils de sécurité à des parents âgés comme on donnerait des conseils à un enfant. Et cette inversion, pour beaucoup, est humiliante. Les personnes âgées deviennent, malgré elles, des figures de risque dans ce climat. Le quotidien se durcit, pas au sein d'une panique visible, mais au sein d'une tension permanente. On garde les rideaux tirés un peu plus souvent. On vérifie 2 fois la serrure. On demande vous êtes qui. Là où l'on demande vous voulez un café. Et ces gestes-là, même s'ils semblent raisonnables, ont un code. Ils modifient la texture du lien social. Ils creusent une distance dans un monde qui, justement, tenait de bas grâce à des proximités simples. Le récit doit faire ressentir cette érosion, parce que c'est ici que l'affaire cesse d'être un dossier pour devenir une atmosphère. Une atmosphère où la confiance ne disparaît pas, mais où elle se justifie. Où elle doit prouver qu'elle mérite d'exister. Et lorsqu'une société en arrive là, elle commence à s'épuiser. L'épuisement. On le voit aussi chez les enquêteurs. Ils travaillent sur une matière instable. Ils savent qu'ils n'auront pas de confession détaillée. Ils savent qu'ils ne pourront pas confronter un suspect. Obtenir des itinéraires exacts, des motivations, des gestes. Ils travaillent avec des fragments. Et travailler avec des fragments sur des morts anciennes, c'est accepter de ne jamais atteindre la perfection. Pour un enquêteur, si manque est une frustration professionnelle. Pour une famille, c'est une douleur existentielle. Parce qu'une enquête incomplète laisse un reste.
et si reste est un poison lent. Il entretient la question. Il nourrit l'imagination. Il empêche le duel de se stabiliser. Certains proches se retrouvent à vivre entre deux mondes, celui où la mort est naturelle et celui où elle pourrait être criminelle. Ils ne pouvant plus habiter pleinement l'un ou l'autre. Ils sont suspendus, ainsi y stayed. L'histoire de l'homme disparu que lui qui s'est pour toujours devient presque secondaire dans les conversations quotidiennes si n'est pas qu'on l'oublie. C'est ce qu'il a cessé d'être un individu. Il est devenu une perturbation. Une perturbation du rapport à la mort, du rapport au voisinage, du rapport au silence, et c'est étrange. Un homme mort continue de modifier la vie des vivants, non par sa présence, mais par la forme d'incertitude qu'il a laissée. Cette incertitude crée aussi des fractures dans les familles. Certains veulent savoir à tout prix, ils ont besoin de vérité. Mime partielle, parce qu'elle donne une direction à la douleur. D'autres veulent arrêter, ils ne supportent plus d'être interrogés. De se souvenir, de réimaginer. Entre eux, les discussions deviennent tendues. On se reproche de fuir, on se reproche de s'acharner. On finit par se parler moins, parce que même au sein d'une même famille. Le duel ne suit pas le même chemin. Les médias, dans ce contexte, jouent un rôle ambivalent. Ils donnent une visibilité nécessaire, ils mettent la pression. Ils obligent à l'attention, mais ils alimentent aussi la femme de récit. Et la femme de récit, ici, est dangereuse parce qu'elle réclame des arcs narratifs propres. Un début, une progression, une conclusion. Or la réalité n'a pas cette politesse. La réalité est floue, incomplète, parfois contradictoire, et plus on veut la rendre racontable, plus on risque de la trahir. Alors, dans l'opinion, les extrêmes apparaissent. Certains refusent toute nuance. Ils veulent croire au pire. Parce que le pire donne une explication totale, d'autres rejettent l'affaire comme une exagération. Parce que reconnaître l'horreur revient à reconnaître une fragilité insupportable du monde ordinaire, entre ces deux extrêmes. Il y a une majorité silencieuse qui oscille. Elle est pure. Elle doute. Elle veut comprendre. Mais elle veut aussi continuer à vivre. C'est cette oscillation que le récit doit rendre palpable. La contamination atteint même la perception du temps. Avant, une mort dans son sommeil était un événement tristement incomprehensible. Maintenant, pour certains, elle devient une question. Et quand une question s'invite dans un événement aussi universel que la mort, elle perturbe tout. Elle transforme le naturel en suspect. Elle transforme la paix en hypothèse. Le plus dérangeant, dans cette phase, c'est ce que l'on commence à réaliser qu'on ne pourra pas fermer proprement, même si l'on attribue certains faits. Même si l'on prouve certains liens, il restera toujours une zone d'ombre. Et cette zone d'ombre ne sera pas un détail. Elle sera une partie intégrante de l'histoire. C'est cela qu'apparaît un autre mouvement, plus discret. Le besoin de sens, quand la vérité est partielle. On cherche un sens ailleurs, certains le cherchent dans la morale. Il faut être prudent. D'autres le cherchent dans la société. Il faut mieux protéger les isoles, d'autres le cherchent dans l'intime. Je dois appeler plus souvent. Ces réactions ne sont pas des solutions. Mais elles sont des réponses humaines. Elles tentent de transformer l'impuissance en geste. Et si est gestes, justement, changeant le monde plus lentement que n'importe quelle réforme, parce qu'ils touchent à quelque chose de simple. La présence, une visite plus fréquente. Un appel, un voisin qui frappe à la porte. Un facteur qui signale une boîte aux lettres pleines, ces details qui semblant insignifiants, redeviennent essentiels.
comme si l'affaire rappelait à chacune une vérité brutale. L'isolement n'est pas neutre. Il crée un espace où le mal peut s'installer sans témoin, mais même cette prise de conscience a une face sombre. Elle révèle à quel point le monde est déjà organisé pour laisser des gains seuls, pas par cruauté, mais par inertie, par rythme de vie, par distance. Et lorsqu'on comprend cela, on comprend aussi que l'affaire n'est pas seulement un accident, elle est un révélateur. La fin de cette 6e partie doit laisser le spectateur dans cet état précis, le trouble d'une vérité qui ne se suffit pas à elle-même. Il ne suffit pas de savoir qu'un homme a pu exploiter des failles. Il faut accepter que ces failles existent encore, sous d'autres formes, dans d'autres rues, dans d'autres maisons. Et cette acceptation est difficile, parce qu'elle ne permet pas de se rassurer en pointant un seul coupable. Elle oblige à regarder le décor. La dernière sensation peut être une scène simple, presque muette. Une personne âgée qui hésite devant une porte. Main sur la poignée, entendant sonner, ne sachant pas si elle doit ouvrir, si n'est pas une scène de crime. Si n'est même pas une scène de menace visible, c'est une scène de vie ordinaire contaminée par une histoire qui, pourtant, appartient au passé. Et si c'est précisément là que la narration s'arrête, au moment où l'on comprend que la plus grande victoire du mal, parfois, n'est pas de tuer. C'est de modifier la manière dont les vivants se regardent entre eux. La suite devra affronter ce qui vient après la contamination. La recherche d'une vérité imparfaite, la lutte contre l'inachevé. Et cette question qui refuse de disparaître comment vivre avec une histoire qui ne se ferme pas proprement, sans que le doute devienne une prison.